Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, on est dans le deuxième épisode de cette édition de Bulle d'été et on a ensemble, moi et Marie-Claire, mais je voulais t'introduire, mais j'ai dit, c'est pas on, c'est toi. C'est toi qui nous présente un nouvel avis de lecture concernant une BD qui est une duologie, là, dans le sens où c'est juste deux... c'est une histoire présentée en 2 bandes dessinées. Parfait, c'est pas une série de 25... Non, 2 volumes pour une histoire. Yeah! Ça fait du bien parce que la BD, c'est un format qui se consomme assez rapidement, même pour les plus petits ou les plus grands lecteurs. Là. Oui. C'est souvent ça que les grands lecteurs, quand je dis grands lecteurs, là, c'est ceux qui dévorent. Peut-être que c'est pas grand et pas le bon mot, là, mais... Puis gros, ben... En tout cas, vous comprenez, là? Les lecteurs gourmands. C'est ça. Ah oui, ça, c'est parfait. Ces gens-là trippent pas tant sur consommer le roman, le BD, le manga, parce qu'ils le mangent en 1 heure, puis après, ils sont pas satisfaits. C'est comme si il n'y avait pas la possibilité de se déposer dans ce que l'histoire était présentée, même si elle avait juste 1 heure de notre vie à nous offrir, à nous Mais je pense qu'il y a une façon d'aborder la bande dessinée pour qu'elle soit pas justement avalée trop rapidement. C'est vrai qu'il y a des bandes dessinées qui sont présentées en plusieurs volumes, donc là, on sait qu'on s'embarque pour une très longue histoire. Mais j'ai l'impression que souvent, quand on lit la bande dessinée, on est très intéressé à connaître le scénario, savoir ce qui va se produire. Donc, on lit les cases rapidement. Puis on oublie peut-être de se plonger dans le dessin, ce qui est une erreur. Parce qu'il y a une dimension super importante dans le dessin. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est une bande dessinée. C'est pour partager l'émotion d'une façon différente, rajouter un support visuel. C'est peut-être pas tout le monde non plus qui est sensible à ça, qui est capable de sentir, de goûter les images des fois. Hein? On est capable de rentrer dans l'histoire quand on regarde les images. Fait que c'est ça, dans le fond, le truc, c'est de prendre le temps. Puis, votre bande dessinée, là, je vous conseille de l'aborder avec un signet. Ça veut dire que vous pouvez en lire 10 pages, puis la mettre sur pause, puis revenir après. C'est pas obligatoire de la lire de tout d'un coup, comme ça. Avant, je le faisais moi aussi, puis c'est vrai que j'avais cette impression qu'une fois que je la posais sur la tablette, de ne pas avoir été imprégnée. Après ça, j'ai trouvé des bandes dessinées avec les illustrations qui m'intéressaient vraiment, vraiment beaucoup, puis j'ai choisi moi-même de changer mon approche, puis de dire, je vais prendre mon temps pour lire la page, je vais lire, je vais regarder les images, je vais refaire les deux en même temps. On peut passer 3 fois sur une même page. Dans la BD... Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est les détails, la recherche des couleurs, la recherche, tout est pensé, tout est réfléchi, le trait du dessinateur, le lien avec... Les expressions faciales des personnages. Absolument, tu sais, je veux dire, ça... Des fois, dans une expression, tu as juste un regard d'un personnage, puis lui, il n'y en a pas de phylactère, lui, il n'y en a pas de texte, mais tu comprends qu'il a eu son mot à dire juste par le regard qu'il lance aux autres personnages. Puis, dans la plupart des bandes dessinées, là, ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas prendre à la légère. Fait qu'on peut les relire. On peut lire une première fois, avoir une première impression, relire une deuxième fois plus tard aussi, la même bande dessinée, puis avoir une autre impression, accrocher sur des détails qu'on n'avait pas vus. Là, juste en te parlant, j'ai réouvert la première page de la bande dessinée que je vais vous présenter. Puis, j'ai remarqué qu'à la première page, j'avais pas pris le temps de bien saisir l'action qui est en train de se produire, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action. Fait que je suis allée rapidement chercher l'action dans les pages d'après. La petite impatience. Puis une fois que tu as tout terminé au complet, puis là, tu revois, puis tu te dis « Ah oui, c'est vrai ». Ça remet en contexte. Absolument. Fait que c'est important de donner toute l'attention à la bande dessinée qu'elle mérite. Oui, puis je pense que l'idée, c'est justement pas de le dévorer. Ben non, tu peux le déposer, puis à la limite, va continuer ton livre audio ou ton livre papier. Là. Des bandes dessinées, ce sont des formats qui se relisent tellement, tellement bien. Je pense aux formats qui sont plus vignettes un peu, là, comme les Mafalda, puis où tu as une blague par ligne. Là. Oui. Puis tu as 3 cases, tu as une blague, ou encore les Gaston Lagaffe, où tu as une page, une blague. Ça se relie, ça, après ça, pendant des années. Là. Je veux dire, on ne se tanne pas de ce format-là.
Bon, grande introduction. Donc, grande introduction. Pour que tu... Pour redonner ses lettres de noblesse à la bande dessinée. Je vais te laisser juste nous présenter le titre. Momo de Jonathan Garnier et de Ronnie Ottin au dessin. Allez, aux illustrations. Je trouve que le dessin fait comme un peu manga. C'est le côté asiatique. Avec les grands yeux. Avec les grands yeux, la forme du visage. Est-ce que c'est c'est absolument pas... Il n'y a pas l'auteur, non, puis le dessinateur, c'est pas de... non, il n'y en a pas, mais plus tard, je vais vous expliquer qu'il aurait pu avoir un petit lien avec le manga japonais. OK. Bon, bien, okay. Juste avant que tu te lances dans le détail et la présentation de cet avis de lecture-là, de l'univers de Momo, bien, je vous invite, chers auditeurs, à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les cousines Bookin pour le podcast. Et Marie-Claire, c'est la raconteuse sur Instagram. Et moi, c'est tout simplement Véro. Et on se rejoint de l'autre côté de cet intermède musical pour l'avis de lecture détaillé de Momo. Je te cède immédiatement la parole parce que je pourrais nous amener vers un autre... On dit toujours, on va parler pas longtemps, puis finalement, on parle longtemps. Oui, c'est ça. OK, avant que j'allonge le podcast, mais l'épisode... Oui, je sais, on est pareil. Je te laisse aller avec cette BD-là qui est, ma foi, c'est-tu enfantin? Ça parle d'une enfant. C'est pour ça qu'il y a une enfant en page couverture, mais c'est un sujet qui va parler à toutes les générations. OK. Momo, écrit par l'auteur Jonathan Garnier et illustré par Ronnie Ottin. Publié chez Casterman en 2017. Les deux tomes ont été publiés en 2017, un après l'autre. Ça date? Ça date, oui, parce que même j'en ai parlé en story il y a quelques semaines de cela, puis l'auteur m'a répondu. Ah! Je l'avais tagué, là, ben mais oui. L'auteur m'a répondu puis m'a dit « Je suis content de voir qu'après toutes ces années, Momo vit encore, puis il y a encore un nouveau public qui l'apprécie. » Puis là, ça m'a frappé parce que je me suis dit « oui, c'est vrai qu'il y a 2017, c'est vrai que ça fait quand même quelques années. » Moi, ça faisait déjà quelques mois que ça traînait dans ma pile à lire aussi. Donc, aujourd'hui, je vous en parle parce que peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Ben moi, je suis Momo, ça me mélange avec le roman que tu nous as présenté de Michael ici. Ende. Oui, c'est ça, exactement. Qui avait été très apprécié de ta part. Ça avait été, si c'était pas un coup de cœur, ouais, c'est oui, ça. c'est un coup de cœur, ça l'est encore. Il ne sera pas détrôné. Si vous avez le goût d'aller découvrir, je vous invite à aller de nouveau. Bon, Momo, c'est une histoire très, très tendre et très simple, mais qui est à la fois profonde et dramatique. Momo, c'est une fillette de 6 ans qui vit chez sa mamie parce que son père travaille sur les bateaux et il est parti en mer plusieurs mois par année. C'est une histoire qui se passe dans un village normand dans les années 90. C'est là que se situe l'action. C'est assez contemporain. Oui, quand même. Sa mamie, c'est une mamie, donc elle est âgée. Puis elle tente de faire de son mieux pour s'occuper de la petite, mais la petite, elle a de l'énergie, puis elle a de la volonté, fait qu'elle fait un peu ce qu'elle veut, mais sa mamie l'aime tendrement, puis elle aussi, elle adore sa mamie. Elles vivent dans la maison, évidemment, de la mamie. Tout le monde connaît la mamie dans le village, mais on pourrait croire que dans un petit village côtier comme ça, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, puis tout le monde met un peu la main à la pâte pour aider la mamie et tout ça, mais c'est pas tellement ce qui se passe. La petite, elle est plutôt isolée, elle n'a pas vraiment d'amis. Il faut dire qu'elle n'est pas très vieille non plus, 6 ans, mais on pourrait croire des fois qu'elle a des amis, des petits voisins, tout ça, avec lesquels s'amuser. Non, ça marche pas. Non, mais c'est pas le cas. Donc, puis elle est un peu farouche, elle est un peu, je pense qu'elle a un bouclier émotif là, pour l'empêcher d'avoir de la peine. On ne parle jamais de la maman dans la bande dessinée, mais on comprend qu'elle l'aurait abandonnée. J'ai pas senti qu'elle était décédée ou qu'elle travaillait à l'extérieur. Je pense qu'elle l'a juste abandonnée. La mamie, c'est la maman du papa. Donc, elle est vraiment du côté de son papa. Puis, la petite s'ennuie de son père, évidemment. Fait que ce qui va l'amener à faire quelques petites bêtises, s'enfuir de temps en temps, aller pas loin du phare pour essayer de voir passer le bateau, pour pouvoir dire bye-bye à son père, tout ça. Donc, c'est une tranche de vie parce que dans la première bande dessinée, on la voit qui explore un peu le village, qui tombe sur une gang de jeunes enfants un peu plus vieux qu'elle, des garçons qui vont se moquer d'elle, elle qui va se défendre, qui va donner un coup de poing, puis un petit gars qui a été baveux avec elle, puis là, la maman de ce petit gars-là qui vient sonner chez la mamie pour dire « Votre petite fille est mal élevée, blablabla, puis si ça fonctionne pas, je vais appeler les services sociaux. » Puis parfait. Fait qu'on sent qu'il y a une pression
On sent que la mamie a fait ce qu'elle peut, mais c'est peut-être pas exactement tout ce dont la petite a besoin. C'est très poignant parce que c'est une relation qui est belle, mais en même temps qui est compliquée. Fait que la petite se promène dans le village. Parfois, sa mamie lui dit bon, ben, va nous acheter des poissons pour le souper. Elle se rend chez le poissonnier. Le poissonnier, c'est un monsieur acariâtre qui fait un peu peur. Puis, mais elle sort ses griffes là, comme de petits chats. Puis, elle va quand même chercher son poisson en disant je veux mon poisson. Puis, lui, il fait semblant d'être bourru avec elle pour lui faire peur. C'est un peu ça la dynamique. Elle va rencontrer une adolescente aussi qui a été envoyée dans le village chez ses propres grands-parents à elle pour l'été par ses parents parce qu'elle était un peu désabusée, ado, difficile à s'occuper en ville. Fait que là, elle s'emmerde, là, mais tu sais, je veux dire, elle va se lier d'amitié avec la petite. Fait qu'il va y avoir, je te dirais, beaucoup de fils qui vont se tisser, de liens qui vont se tisser entre les personnages. Arrivera un événement qui va tout chambouler à la fin du premier tome, puis va donner le ton au deuxième, dans le fond. Puis qui va nous tirer des larmes, qui vont nous faire sourire à la fin quand finalement ça se termine quand même bien, cette histoire. C'est une histoire qui m'a porté longtemps, qui va rester dans mon cœur pour très très longtemps, parce qu'elle est bien scénarisée. Puis les illustrations sont super belles. Puis quand je parlais tout à l'heure des coups d'œil, puis des expressions faciales, on dirait que cette bande dessinée-là est tirée d'un animé, tellement on les voit bouger, puis on les entend parler, puis on comprend toutes les intentions qu'ont eues et l'auteur et l'illustrateur. Même dans les cases où il n'y a pas de texte, on saisit vraiment, on est là, on est dans l'histoire. Fait que je pense qu'ils ont fait un travail d'équipe merveilleux. On sent comme un niveau de maturité. Là, on est dans un autre style de dessin qui pourrait laisser croire, je vais finir, je te laisse aller, qui pourrait laisser croire qu'on est dans l'enfantin. Et non, je t'ai vu tourner les pages, je fais comme... Ah, OK. Non, on pourrait croire que c'est une bande dessinée qui s'adresse aux enfants, puis pour que les enfants aient une vision sur le monde des adultes, alors que c'est le contraire. C'est une bande dessinée qui s'adresse aux adultes à travers les yeux d'un enfant de 6 ans. Fait qu'il faut que nous, on puisse se mettre à la hauteur de l'enfant pour comprendre l'intensité de toute la charge émotive qui... Exactement. Fait qu'on est capable, parce qu'on a tous eu 6 ans dans notre vie, là. Fait qu'on n'est pas obligé de connaître présentement un enfant qui a 6 ans. On est capable de se replonger dans notre vie, dans notre passé, pour être capable de se mettre à la place de la petite, puis de se dire, ouais, OK, ça, c'est gros, là, ou encore ça, c'est merveilleux, ou encore... Fait que c'est ça la beauté de cette histoire-là, je trouve. Puis là où le dessin vient en aide à l'histoire, c'est justement d'être capable de nous présenter la vulnérabilité de la petite face au monde adulte. Tout ça pour dire que ne vous laissez pas impressionner par les couvertures qui nous présentent Momo, dans le fond, en grand format, devant sa maison, sur la première bande dessinée, puis devant le bateau de son papa sur la deuxième bande dessinée. Donc, c'est l'histoire de Momo, mais c'est une histoire qui pour les adultes, pour nous faire vivre des émotions à travers les yeux. Est-ce que tu es prêt pour le mot de la fin? Oh, on est rendu là, ben absolument, là. Ça a bien été. Parce que je voulais faire un lien avec... j'avais 2 choses à vous présenter dans le mot de la fin. La première, je voulais vous donner des titres d'autres romans qui peuvent tirer une petite larme, qui sont tendres, d'autres bandes dessinées ou romans graphiques. Des recommandations, c'est bien intéressant. D'autres recommandations comme ça, sans vous les décrire, juste pour les prendre en note des fois, puis aller googler ça pour voir si c'est quelque chose qui pourrait... si vous aimez ça, avoir une boîte de mouchoirs près de vous pendant que vous lisez, alors je vous recommande fortement Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, publié chez Delcourt. Fait que c'est l'histoire d'un couple qui attendent un enfant. Puis, quand l'enfant vient au monde, elle est trisomique et le papa est en déni, est en refus. Ce n'est pas toi que j'attendais. Ce n'est pas toi que j'attendais. Le deuxième, Le petit astronaute, tu en as peut-être déjà entendu parler, de Jean-Paul Haid. Tu l'as chroniqué? Non. Tu l'as lu? Je l'ai lu, mais je pense pas que je l'ai chroniqué.
Je le sais plus, mais en tout cas, tu m'en as parlé parce J'en que ai je me rappelle parlé. comme si tu l'avais chroniqué. Mais je pense pas l'avoir chroniqué parce Tu l'as que au chroniqué moment sur où Instagram si tu l'as pas oui, chroniqué exactement. ici. Parce qu'au moment où je l'ai lu, il y avait vraiment une grosse hype. Là, tout le monde l'avait lu en même temps, on aurait dit. Puis je voulais pas saturer non plus en donnant mon information. Moi, je trouvais qu'il y avait déjà une bonne presse puis que tout le monde, tous ceux qui l'avaient lu en tout cas, l'avaient adoré. Puis c'est vrai que ça fait quelques années quand même, mais c'est un livre qui nous tire énormément de larmes. Là. C'est l'histoire d'une jeune fille qui retourne visiter la maison de son enfance parce que la maison est en vente et c'est une journée porte ouverte. Puis là, elle se rappelle sa vie de famille avec ses parents et son petit frère qui a la paralysie cérébrale. Donc, la naissance de son petit frère, puis tout son parcours, trouver une garderie, puis tout ça, puis grandir, tous les problèmes médicaux qui entourent ça, puis l'impact que ça a eu sur sa famille. Fait que voilà, ça, c'est un livre qui vaut la peine aussi. Et puis, le troisième que... Bien honnêtement, je ne l'ai pas lu, mais on m'en parle depuis tellement longtemps, puis il est sur ma liste. Donc, c'est dans le fond la série qui s'appelle L'Homme étoilé. C'est un auteur belge qui est infirmier aux soins palliatifs, puis qui raconte un peu des petits épisodes de sa vie au travail. Et puis, à toutes les fois qu'on m'en parle, on me dit « il faut absolument que tu lises ça ». Puis je sais qu'il y a plusieurs volumes. Fait que voilà, je vous invite à aller faire une petite vérification parce que ça vaut la peine. C'est publié chez Calman Livre. Puis je voulais terminer parce que tantôt tu m'as fait remarquer que le personnage te faisait penser à un personnage de manga. Oui! Voilà, alors à la fin, toute fin du deuxième tome, on a la genèse ici de l'histoire, puis je vais rapidement vous lire la genèse, comme ça va vous donner une idée un peu plus. Alors, on comprend que le portrait de l'enfant de Momo a été copié à partir de photographies d'une petite japonaise. Ah! Voilà, c'est là que tu avais fait le lien. Qui s'appelait Mirai-chan, est une enfant japonaise qui a été le sujet d'une série de photographies de Kotori Kawashima. Ces images sont l'un des points de départ de Momo, la bouille renfrognée de Mirai et les décors champêtres dans lesquels elle évolue sur les photos de Kawasami ont fait écho à ma jeunesse, c'est Jonathan qui raconte ça, passée dans la campagne normande et ont attisé mes envies d'écrire sur l'enfance. Plutôt formée au dessin, au graphisme et à la photographie, je me suis mis pour la première fois à écrire, guidée par l'idée de raconter l'histoire d'une enfant farouche presque livrée à elle-même qui a rapidement pris le surnom de Momo. Ce projet, qui met en scène des personnalités solitaires, abîmées, devait se passer au Japon. Alors, au départ, ça devait être campé au Japon. Voilà mon lien. Pays où les personnes sortant de la norme sont particulièrement marginalisées. C'est pour cette raison qu'un grand nombre de références nippones m'ont accompagné lors de sa genèse. Mais lors de l'écriture, je me suis demandé s'il était vraiment pertinent que mon histoire se déroule là-bas. J'ai finalement trouvé plus intéressant de la rapatrier dans une contrée à une époque que je connais mieux pour y avoir vécu, l'occasion pour moi d'y glisser des détails plus personnels. Nous voici donc au début des années 90 dans un petit village normand. Mes références visuelles se sont agrémentées de vieilles photographies chinées lors de brocantes et de vide-greniers, mais j'ai toutefois gardé mes références japonaises car, au fond, elles traitent de sujets universels, l'enfance et la famille. Et j'aime particulièrement la façon avec laquelle les Japonais arrivent dans une même œuvre à mêler humour, gravité et moments contemplatifs. Il ne restait plus à Ronnie, l'illustratrice, je ne peux pas dire de bêtises, qu'à donner vie à ce récit et à ses personnages en y apportant ses propres envies, références et surtout son talent. OK, alors donc Ronnie Ottin est un illustrateur qui a quand même plusieurs œuvres à son actif. Je vous invite aussi à aller vérifier parce que c'est un bon illustrateur, c'est vraiment beau. Ah, moi, je trouve... Il est responsable de 50% du succès de la bande dessinée. Par défaut? Oui. Je pense. Oui. Mais dans ce cas-ci, je trouve que le travail est bien réparti là, entre le texte et les illustrations. Voilà. J'espère que je vous ai donné le goût de découvrir Momo. Et en même temps, tu as amené d'autres recommandations tout aussi intéressantes. Là. Oui. Tout à fait. C'est comme un tour du chapeau. Là. Ça conclut, c'est ton mot de la fin, Marie-Claire. Tu n'as rien d'autre à ajouter? Non. Je te coupe pas la parole? Pas du tout. Bon, alors, c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir que je sens que tu nous as présenté cette duologie-là, ainsi qu'un petit plus avec des recommandations supplémentaires. C'est sur ce que se termine cet épisode-là de Bulle d'été, édition numéro 2. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller découvrir la saison 1. On a
vraiment beaucoup de belles propositions qui datent de l'année passée, mais c'est éternel. Oh oui, c'est intemporel, ça. Intemporel, merci. Voilà. C'était pas éternel, je voulais dire. Intemporel. La preuve, c'est que cette BD-là a été écrite en 2017. Ben oui. Alors, hein? Ah oui. Pas grave. Non, c'est pas grave du tout. Hey, c'est sur ces mots que je vous souhaite de passer de magnifiques moments en compagnie des mots. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et plutôt, et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite à tous de passer de très belles journées et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! Au revoir. Au revoir.